Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulakai. Tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya benga ngai, alabanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya ponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai. My Lord. J'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'Éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oya benga. Bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur Vainqueur Télévision. D'abord le principal titre. Monseigneur Fridolin Ambongo a été créé cardinal par le souverain pontife ce samedi à la Cité du Vatican en présence de diverses personnalités politiques de la RDC, dont le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le monde entier a célébré ce samedi 5 octobre la journée de l'enseignant sous ces thèmes: les jeunes enseignants, l'avenir de la profession. Et en sport, retour gagnant du FC Renaissance ce samedi au stade de Martyr qui s'est imposé 1-0 devant Don Bosco pour le compte du championnat national. Le détail dans ce journal. Bonsoir, on commence par cette bonne nouvelle. L'Église catholique en RDC a un nouveau cardinal. L'archevêque métropolitain de Kinshasa a été créé ce samedi 5 octobre par le pape François, cardinal de la RDC, devant le millier de chrétiens catholiques venus de 4 coins du monde afin d'assister à cette création. Le président Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de son épouse, la présidente de l'Assemblée nationale, ainsi que le vice-président du Sénat, ont pris part à cette cérémonie pour rendre grâce à Dieu d'avoir donné à son Église un nouveau cardinal. D'autres personnalités ont également rehaussé leur présence, tels que le candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Martin Fayoulou, ainsi qu'Adolphe Mouzitou. Les Congolais de Kinshasa ont signé leur présence dans cette messe en chantant de chœur Nganga Nzambe, Motoya Isengo. Le jeune enseignant, l'avenir de la profession, c'est le thème choisi pour la célébration de la journée mondiale de l'enseignant célébrée ce samedi 5 octobre. Je l'ai d'ailleurs dit au sommaire de ce journal. Ici à Kinshasa, le ministre de l'EPST, en collaboration avec les partenaires nationaux et internationaux de l'éducation, ont célébré cette journée qui honore les enseignants. Le cœur Moutipa ici de ces reportages. C'était sous un soleil accablant que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Louis Libakonga, accompagné de son vice-ministre Didier Boudimbu, que des enseignants ont célébré cette journée dédiée à l'enseignant du monde. Les cadres choisis, l'Institut de la Gombe. Pour l'UNESCO, 70% de pays d'Afrique subsaharienne font face à une pénurie d'enseignants, un taux qui atteint 90% dans les secondaires. Le thème central, c'était les jeunes enseignants aujourd'hui. Donc c'est comment rendre cette profession plus attrayante et comment, face aux 10 prochaines années qui arrivent, les chiffres sont clairs. Près de 46 à 48 millions d'enseignants vont prendre la retraite. Donc comment préparer cette relève pour qu'ils puissent former des élèves, des citoyens donc dotés de connaissances, de compétences, d'attitudes, d'aptitudes et de valeurs pour pouvoir faire partie du développement de ce beau pays. Le ministre Willy Bakonga, de sa part, a reconnu les efforts fournis par les enseignants dans l'éducation et a martelé sur les avantages de la nouvelle réforme qui leur garantit un bon salaire à la différence du passé. C'est pour vous dire très sincèrement et sans démagogie que cette politique que le président de la République a mise en place et qui prend en compte la situation sociale de l'enseignant
cette situation doit s'améliorer et ça c'est certain que ça doit s'améliorer. Plus rien ne sera comme avant. La situation des enseignants, c'est ça qui nous tient à cœur. À en croire l'UNESCO, aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus postuler comme enseignants, alors qu'il faut assurer la relève des 48,6 millions d'enseignants appelés à prendre leur retraite dans les 10 prochaines années. C'est la raison même du thème choisi, Jeunes enseignants, l'avenir de la profession. Comment motiver le jeune à s'intéresser à la profession d'enseignant? À cette question, nos reporters ont recueilli différents avis de professionnels de la CREI. Concernant l'enseignant de la République démocratique du Congo particulièrement, le message, c'est cette forte solidarité que tout le monde doit témoigner à l'égard justement de cette personne qui fait la magie pour nous former dans des conditions difficiles. Vous savez que le pays s'est lancé dans une vaste réforme en appliquant, bien entendu, la gratuité de l'enseignement de base. Et donc, ça nécessite que l'on puisse tenir le fait que le Congo aura besoin de nouveaux enseignants. Étant donné que près de la moitié d'enseignants en République démocratique du Congo est éligible à la retraite, il est donc important aujourd'hui de penser à renouveler le personnel enseignant et à faire appel aux nouveaux talents. Mais ces nouveaux talents, on doit les recruter parmi les jeunes. Mais il faut les recruter en faisant en sorte que le métier redevienne attrayant. Il est important qu'à l'ère de la gratuité, qu'on puisse profondément améliorer les conditions de travail des enseignants. Par rapport à la gratuité, le mot que nous lançons, chef de l'État, c'est de prendre une ordonnance qui statue sur la gratuité afin de pouvoir sécuriser cette réforme. Mais la deuxième chose à tous les gouvernements, c'est de convoquer la commission paritaire pour qu'on détermine les salaires de chaque enseignant. C'est une commission paritaire avec les nouvelles autorités parce que les barèmes tels qu'il est proposé, les salaires tels que les enseignants les touchent aujourd'hui, c'est un salaire qui n'a pas été négocié, c'était pris par voie d'autorité et nous demandons qu'on puisse avoir cette commission paritaire. Et puis l'appui du FAO dans l'effort de la RDC dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire, la formation de jeunes à l'agriculture et la sensibilisation aux nouvelles technologies pour une autosuffisance alimentaire, deux thématiques au centre de discussion entre la présidente de l'Assemblée nationale de la RDC, le représentant du Fonds mondial pour l'alimentation de l'agriculture, Janine Mabunda, a invité les organisations internationales à intervenir dans les secteurs agricoles en RDC. Gaëtan Magalani. Vendredi 4 octobre 2019, la présidente de l'Assemblée nationale de la RDC, à la tête d'une forte délégation, est arrivée à Rome. Quelques heures après son arrivée, la speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a échangé avec le représentant du Fonds mondial pour l'alimentation et l'agriculture. Au menu, la coopération entre la RDC et le FAO. La FAO et le président de la FAO a partagé avec nous ses expériences, les meilleures pratiques en matière d'agriculture. En quoi l'agriculture peut inciter l'auto-entrepreneuriat des jeunes. Dans sa parole, Janine Mabunda a invité les organisations internationales à intervenir dans le secteur agricole en RDC. Nous avons une population jeune, 70% de la population a moins de 35 ans. Elle est demandeuse de voir des changements rapidement. Et les premiers changements, ce n'est pas tellement la démocratie qui est un concept un petit peu théorique, mais c'est est-ce que je peux manger tous les jours? Est-ce que je peux avoir un emploi? Et comment on arrive à faire ça? Au cours de cette rencontre de haute facture, les deux personnalités ont abordé diverses thématiques autour de l'appui du FAO dans les efforts de la RDC, dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire, la formation de la jeunesse à l'agriculture et la sensibilisation aux nouvelles technologies pour une autosuffisance alimentaire, pour ne citer que celle-là.
Je crois que c'était déjà très important de pouvoir partager ces expériences et de savoir ce qui se fait ailleurs et qui marche, qu'on pourrait probablement essayer de répliquer au niveau de la RDC, mais en tenant compte de la spécificité de notre contexte, avec peut-être des intérêts plus centrés sur certaines filières. Bien avant cette audience, l'élu de Bumba a échangé tour à tour avec le représentant du Fonds international pour le développement de l'agriculture et la vice-présidente de la Chambre de députés italien. S'exprimant sur les ondes de la radio Okapi concernant les victimes de la guerre de 6 jours en pleine ville de Kisangani, Patrick Bombello, député national de la circonscription électorale de Yaouma, exige l'indemnisation de victimes de cette guerre qui a fait plus de 440 morts. Jocelyn Danga nous fait le point. Le temps passe et chaque fois qu'il y a du temps qui passe, il y a quelque chose qui s'efface, dit l'auteur Jules Romain. Mais il y a des souvenirs qui ne devraient jamais abandonner nos mémoires. Hélas, un constat triste, la mémoire des victimes de la guerre des 6 jours en pleine ville de Kisangani semble être oubliée. Dans ses propos médiatisés par Radio Okapi, Patrick Bombello, député national, exige que les victimes de cette guerre injuste soient indemnisées. Cette guerre dont se souvient si bien le professeur Dieudonné Théophile Piamé, qui est le vice-président de l'association des victimes de la guerre de 6 jours. Eh bien, il y a eu crépitement des balles, il y a eu des bombes qui tombaient d'un peu partout. Nous étions dans la commune de Mangobo et nous savons que toute la commune de Chopo s'était vidée. On avait demandé à la population de se déplacer. Nous étions à la limite de Mangobo et de Chopo. C'est ainsi que vraiment les tirs ciblaient pratiquement la zone où nous étions. Déplorant le laxisme du gouvernement sur cette question pourtant ultime, Dieudonné Théophile Piamé invite tous les Congolais à soutenir cette initiative. C'est vraiment encourageable une telle initiative. C'est quelqu'un qu'il faut féliciter parce qu'il a quand même le courage de faire surgir encore cette question-là qu'on a tendance à enterrer. Et nous pensons que nous sommes prêts à pouvoir nous joindre à lui pour renforcer cette réclamation-là, parce que nous aimerions tout de même que l'on puisse respecter notre dignité. Personnellement, victime de ce drame historique, le professeur de l'université de Kisangani salue la démarche du député Patrick Bombello, élu de Yaouma. Nous parlons cette fois-ci santé, trisomie 21. Quelles sont les causes de cette malformation, les conséquences dans la vie courante? Réponse dans ces dossiers de la rédaction. La trisomie 21, connue sous le nom du mongolisme Down syndrome en anglais, est la première cause diagnostiquée des déficits mentaux d'origine chromosomique. Cette anomalie génétique du chromosome 21, qui se traduit par une déficience intellectuelle, cause un retard dans le développement de l'organisme. Elle est aussi considérée comme une anomalie génétique causée par des divisions cellulaires anormales des chromosomes, entraînant un surnombre de ces derniers dans chaque cellule de l'organisme. Pendant la période d'organogénèse, il y a eu amphimixie. Ça veut dire quoi? Les deux cellules des individus se croisent. Le premier jour, dès le premier jour quand ils se croisent, le spermatozoïde quitte au niveau du vagin, il va aller se retrouver au niveau des trompes. Pendant ce travail-là, de quitter le vagin pour aller aux trompes, il fait au moins 3 jours, 72 heures. Au niveau du vagin, nous avons le vagin est un milieu acide, tandis que les spermatozoïdes vivent dans le milieu basique. Alors quand la personne éjacule, ces spermatozoïdes vont traverser la barrière juste pour atteindre les trompes, l'utérus. Mais pour atteindre l'utérus, il doit faire un voyage de 72 heures. Pendant cette période, quand il atteint l'utérus, il y a la mitose. La mitose, ça veut dire quoi? Il y a division cellulaire. C'est maintenant la cellule commence à fonctionner normalement. Et quand la cellule commence à fonctionner normalement, pendant cette période, il peut y avoir, pendant cette période où il y a la division cellulaire, quelqu'un prend le produit. Donc, la trisomie 21 n'est pas une malformation attribuée à un groupe de gens, plutôt une anomalie génétique
qui peut toucher toutes les couches sociales et tout individu du monde, blanc, noir, jaune, rouge, car c'est la première cause du retard mental d'origine chromosomique connue. C'est pourquoi il faut commencer tôt la consultation prénatale CPN pour connaître l'état des fœtus en cas de malformation qu'on procédera à l'interruption de la grossesse. L'origine de cette anomalie des répartitions des chromosomes 21 reste encore largement inconnue malgré de nombreuses études. Les trisomies 21 constituent 15 à 20% de personnes mentalement handicapées. Signalons que le 21 mars de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la journée internationale de la trisomie 21. Sport avant de se quitter pour son retour au championnat national de la Vodacom Ligue 1. Après sa suspension levée par la Ligue nationale de football, le FC Renaissance s'est imposé sur le score de 1-0 devant Don Bosco de Lubumbashi ce samedi au stade de Martyrs de la Pentecôte. L'unique réalisation du club quinois a été inscrite par Imana Loté à la 4e minute de jeu. Une victoire qui permet au FC Renaissance de reprendre du poil de la bête pour la suite de la compétition qui s'annonce rude et acharnée. Voilà, ce journal est terminé. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les grandes lignes d'actualité. Monseigneur Fridolin Ambongo a été créé cardinal par le souverain pontife ce samedi à la Cité du Vatican en présence de diverses personnalités politiques de la RDC, dont le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Le monde entier a célébré ce samedi 5 octobre la journée de l'enseignant sous ces thèmes « Le jeune enseignant, l'avenir de la profession ». Et en sport, retour gagnant du FC Renaissance ce samedi au stade de Martyrs qui s'est imposé en 8-0 devant Don Bosco pour le compte du championnat national. Ce journal est terminé. À toutes et à toutes, merci de l'attention soutenue. Au revoir. Il est autorité morale du parti politique Force pour le changement et fut candidat à la présidentielle de 2018 République démocratique du Congo. Chani est l'invité de ce journal. Nous allons nous entretenir avec lui depuis son bureau. Bonjour, Dr Noé Chani. Bonjour. Avant la publication du gouvernement, le Congolais attendu voir Dr Noël Chani occuper un poste ministériel. Vu vos multiples interventions pour Félix Tshisekedi, vous n'étiez pas déçu après la publication de ce gouvernement? D'abord, je voudrais vous remercier de l'opportunité de cette interview. Beaucoup de personnes m'ont appelé dans ce sens pour exprimer leur déception du fait que je ne faisais pas partie du gouvernement. Et je considère que la composition du gouvernement, c'est la prérogative reconnue donc au Premier ministre qui l'effectue en collaboration avec le chef de l'État. Si les deux ont estimé qu'il y avait des Congolais mieux qualifiés que Dr Noël Chani Mwadjanvita pour les postes ministériels, nous devons respecter cette décision. Donc personnellement, je n'étais pas donc du tout déçu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour être utile à son pays. On ne doit pas nécessairement faire partie du gouvernement. Un projet de 7 milliards de dollars sur le budget validé par le gouvernement alors que pendant la campagne électorale, le chef de l'État nous parlait de plus de 80 milliards de dollars. Comment vous analysez cela? J'étais sincèrement surpris et déçu d'apprendre que le budget 2020 présenté par ce gouvernement ne s'élevait qu'à 7 milliards de dollars. Personnellement, pendant la campagne, comme vous le savez, j'avais proposé au peuple congolais un plan Marshall pour la reconstruction du pays, chiffré à 800 milliards de dollars sur 15 ans. Et on tablait sur un budget annuel pendant les 5 premières années, un budget annuel d'au moins 20 milliards de dollars. Mais je peux comprendre les difficultés lorsque on commence à travailler, à pouvoir mobiliser plus de revenus, plus de recettes publiques pour faire un budget plus conséquent. Mais je me serais attendu à ce qu'au moins qu'on ait un budget beaucoup plus élevé que 7 milliards de dollars que nous a proposé donc ce gouvernement. Et je voudrais encore une fois de plus inviter le Premier ministre, M. Ilunga Ilunkamba, son ministre chargé donc de budget, à pouvoir faire encore un peu plus d'efforts parce que je pense que 7 milliards de dollars,
c'est tellement insuffisant que je ne vois pas comment, qu'avec cela, on pourra mettre en œuvre les différents chantiers annoncés par le chef de l'État. Et docteur Noël Chani, pourquoi vous n'avez pas proposé au chef du gouvernement votre plan Marshall? Non, j'avais proposé plutôt mon plan Marshall au chef de l'État, que j'avais rencontré aussitôt après son élection et après son investiture. Je l'avais rencontré. Je lui ai présenté donc les livres qui contenaient le plan Marshall. Je lui ai offert ces livres-là en lui disant « Si vous pouvez utiliser ces idées au profit du peuple congolais, je serai très heureux. » Donc, il appartient au chef de l'État de déterminer les parties du plan qu'il estime sont appropriées à mettre en œuvre. Je vois que dans les publications ou bien dans les présentations qu'il fait ici et là, il y a certaines des idées du plan Marshall qui sortent de là. Tant mieux d'ailleurs, mais il lui appartient à lui d'avoir cette prérogative de choisir qu'est-ce qu'il considère comme étant important à mettre en œuvre. En ce qui me concerne, le plan que j'ai proposé pour le peuple congolais, pour le développement de la RDC, je continue à penser que c'est la meilleure vision de développement de la RDC que ce pays n'ait jamais connue. Et je continue à penser que tôt ou tard, on pourra mettre en œuvre ce plan Marshall. Et pouvez-vous expliquer au peuple congolais comment se conçoit un budget? Un budget, c'est un processus interactif entre les membres du gouvernement eux-mêmes, entre eux-mêmes, entre les membres du gouvernement et les services générateurs de recettes, mais également entre les membres du gouvernement et les services dépensiers. On fait en quelque sorte une collection de tout ce qu'on prévoit comme recettes publiques qui va entrer dans les caisses de l'État pendant toute l'année en cours, l'année budgétaire. Et on fait aussi la projection de tout ce qui sera engagé comme dépenses pendant cette période-là. C'est comme ça qu'on prépare donc un budget. Là où je souhaiterais que le gouvernement fasse un peu plus d'efforts, c'est que le budget qu'on nous a présenté donc de 7 milliards de dollars, ça un tout petit peu une sorte on marche sur les sentiers battus. Ce budget est même pire que les budgets de deux gouvernements sous la dictature. Lorsque M. Matata et M. Muzito étaient Premier ministre, on avait eu un budget qui avoisinait déjà 9 milliards de dollars. Comment est-ce qu'après l'alternance démocratique intervenue au sommet de l'État, on se donne encore un budget qui est inférieur donc à cela? Moi, personnellement, je voudrais attirer l'attention du Premier ministre, mais également des membres du gouvernement sur 2 ou 3 éléments importants. Au-delà de ce qu'ils ont considéré comme étant recettes publiques, je voudrais les inviter à regarder les dossiers qui avaient été préparés par M. Luzolo Bambi, alors à l'époque conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption et le détournement des fonds publics. Alors, M. Luzolo Bambi avait estimé que chaque année, la RDC perd entre 10 et 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale, détournement des fonds publics. Il faut récupérer ce dossier-là, qu'on sache qui détournait cet argent-là. Il faut que le gouvernement fasse des efforts pour recouvrer une portion, sinon tous ces revenus qui étaient donc perdus. Si on arrive à le faire, entre 10 et 15 milliards de dollars, ajouté donc à 7 milliards de dollars, donc ils ont estimé, on peut bien tabler sur un budget, comme je l'avais prédit dans le cas du plan Marshall, d'au moins 20 milliards de dollars pendant chaque année de 5 premières années du mandat que nous avons donc aujourd'hui. Donc je voudrais vraiment inviter le chef du gouvernement et les membres du gouvernement à faire un peu plus d'efforts, montrer un peu plus d'imagination dans ce sens-là. Je les invite aussi à consulter les déclarations de l'ancien président sud-africain, Thabo Mbeki, qui avait conduit une mission en République démocratique du Congo en 2013, une mission des experts africains. À l'issue de cette mission, ils avaient déclaré que chaque année, la RDC, on avait estimé à l'époque que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État. 85%. Ce que ça veut dire, c'est que le budget que nous avions donc jusque-là ne représentait que 15% de ce qui devait être. C'est l'occasion maintenant de faire des efforts pour recouvrer ces revenus perdus, soit à travers le travail que M. Luzolo Bambi avait fait, soit à travers le travail que M. Thabo Mbeki avait fait pour que nous puissions augmenter le budget considérablement. Je voudrais encore une fois de plus attirer l'attention du peuple congolais sur le fait que nous n'allons augmenter le budget de l'État que si nous sommes sérieux en tant que pays pour lutter efficacement contre la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles,
les rétrocommissions. Si nous arrivons à faire ces choses-là et à montrer que nous sommes sérieux, tout le monde va être mis au garde-vous. Et ceux qui transgressent la loi, il faut les traduire devant la justice, il faut les mettre au cachot et il faudrait les punir de façon exemplaire. Ce n'est qu'en faisant ces choses-là, pas en étant copain avec des criminels, mais ce n'est qu'en faisant donc ces choses-là que je pense que le Congo pourra mobiliser un budget conséquent à la hauteur des ambitions de développement du pays. Docteur Noël Tchani, comment se passent tes relations actuellement avec le président de la République, Félix Tshisekedi? J'ai toujours entretenu des relations excellentes avec la famille Tshisekedi, non seulement avec le président Félix Tshisekedi aujourd'hui, mais avec son père. Je vous rappelle que j'étais l'une des personnes, j'étais la personne d'ailleurs, qui avait amené la lettre des 13 parlementaires en Europe. Ça intervenait juste au moment où je sortais pour aller étudier, donc le président Tshisekedi à l'époque m'avait remis cette lettre, lui et Ngalulampa Najila, et j'avais publié la lettre aussitôt que je suis arrivé en Europe, au moment où il venait d'être arrêté ici. Depuis ce temps, j'ai toujours maintenu d'excellentes relations avec la famille Tshisekedi, le président lui-même, Maman Marthe et tout le monde, tous les enfants, y inclut donc Félix-Antoine Tshisekedi. Je voudrais d'ailleurs vous présenter donc une lettre, la dernière lettre signée par le président Étienne Tshisekedi, où il m'a envoyé en mission officielle au nom de son parti, l'UDPS, en mission avec qui? Avec Félix-Antoine Tshisekedi et aussi avec Kanko Kalala, qui était le représentant de l'UDPS à Washington, où j'ai travaillé donc au niveau de la Banque mondiale. Cette lettre montre clairement que j'entretiens des relations excellentes, non pas simplement avec le père, mais également avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, à qui je souhaite bonne chance dans la mission qu'il a aujourd'hui de conduire les destinées de la République démocratique du Congo. Docteur Noël Tchani, aujourd'hui nous avons vu le président de la République, Félix Tshisekedi, effectuer quelques voyages à l'extérieur du pays. La question est de savoir, est-ce que ce voyage est bénéfique pour le peuple congolais? Vous savez, nous connaissons tous les conditions dans lesquelles le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé au sommet de l'État congolais. Il y avait beaucoup de questions, de contestations qui venaient de certains candidats malheureux. J'étais l'une des rares personnes, l'un des rares candidats à avoir accepté la défaite parce que j'estimais que dans une démocratie, il faut, quand on n'est pas proclamé vainqueur, quels que soient les arguments qu'on a, il faut arriver à reconnaître les résultats proclamés par les institutions et surtout confirmés par la Cour constitutionnelle. Donc moi, je l'avais fait, mais il y a d'autres qui avaient continué à protester. Alors c'était important que le président puisse asseoir la reconnaissance de sa présidence, non pas simplement au niveau africain, mais également au niveau international. Donc je vois beaucoup plus les voyages du président à l'extérieur. Dans ce cadre-là, il a été à l'Union africaine, il a été en Europe, il a été aux États-Unis, il a été aux Nations Unies. J'estime qu'aujourd'hui, la question de la reconnaissance a été résolue, se trouve derrière nous. Mais maintenant, il est important que le chef de l'État puisse rester à domicile, qu'il puisse se concentrer donc sur la conception des politiques, qu'il puisse travailler avec son gouvernement, qu'il puisse mobiliser le peuple congolais pour que nous puissions répondre aux défis de développement que rencontre notre pays. Nous avons tellement de défis dans tous les domaines que je pense qu'après le temps qu'il a passé donc à voyager, s'il passait beaucoup plus de temps maintenant à l'intérieur du pays, c'est quelque chose donc de très appréciable et je pense qu'il va ajouter beaucoup de valeur dans la vie économique et sociale donc, de la République démocratique du Congo. Avez-vous une préoccupation qui n'a pas été évoquée, que vous aimeriez parler? Je voudrais encore une fois de plus dire au peuple congolais que nous devons tous nous mobiliser pour développer la RDC. Le développement de ce pays ne viendra pas parce qu'on est allé trouver un pays étranger ou bien une organisation internationale pour venir faire le travail que nous, on n'a pas pu faire au niveau du pays. Nous devons nous mobiliser pour travailler avec les institutions établies, avec les autorités en place, afin que nous puissions développer la RDC au profit de tous. Et dans ce cadre-là, je continue à penser que le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, c'est cette vision de développement que le peuple congolais a intérêt à connaître. Il ne faut pas penser que les élections sont terminées et que nous devons donc simplement ignorer tout ce que nous avons présenté au peuple congolais. Ce plan, je l'ai conçu après plusieurs années d'expérience professionnelle, après avoir travaillé sur 85 pays différents. C'est un plan qui est cohérent, qui est chiffré, qui est chronométré. Si nous arrivons à le mettre en œuvre, nous allons développer le Congo qui va sortir du statut des pays sous-développés pour devenir pays émergent en l'espace de 15 ans. Et nous allons surtout
Nous allons construire donc les routes, les autoroutes, les infrastructures de base, donner de l'eau, de l'électricité, des services de télécommunications à toute la population congolaise. Nous allons mettre en place un mécanisme de financement de notre système éducatif de façon telle que tous les enfants congolais aient accès à l'éducation, non pas simplement au niveau du primaire, du secondaire, au niveau donc des études universitaires. Et nous allons mettre en place aussi un système de santé qui permette aux Congolais de vivre le plus longtemps possible et de vivre mieux pour que l'espérance de vie à la naissance passe de 49 ans aujourd'hui à au moins 83 ans, comme cela se passe donc au niveau donc des pays occidentaux. Donc j'invite encore le peuple congolais à ne pas oublier le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Cette vision de développement que je vous présente, qui ne va pas être périmée bientôt. C'est une vision de développement qui va être avec nous pendant les 15-20 prochaines années, jusqu'à ce que nous puissions mettre en œuvre toutes les idées contenues dans ce plan pour développer la RDC au profit de tous. Encore une fois de plus, merci de m'avoir invité ici et de m'adresser au peuple congolais. Merci pour votre disponibilité. Merci. C'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.